C'est l'histoire d'une pierre éternelle. Des diamants aux couleurs rares, aux tailles multiples. Dans les luxueuses vitrines parisiennes, ils suscitent rêves et convoitises. La fameuse place Vendôme abrite parmi les plus beaux diamants du monde, dont certains proviennent de Centrafrique. Le voyage de ces pierres précieuses commence à plus de 5000 km de la capitale française. À l'est de la République centrafricaine, une région toujours aux mains de la Séléka. Des rebelles qui, en mars 2013, ont renversé le président Bozizé avant d'être à leur tour chassés du pouvoir 10 mois plus tard. Avec les moyens du bord, 3 gendarmes nous escortent. Ils appartiennent à l'USAF, l'unité spéciale antifraude. Ils ne sont que 15 en tout pour un territoire de 90 000 km². Après 3 heures de route, le bac de la rivière Bungu. La zone est de plus en plus isolée. Fernand Nanibé, le directeur régional des mines, est notre guide. Nous traversons en quelques coups de rame. Sur l'autre rive, l'un des secteurs miniers les plus riches du pays. Ça draine beaucoup de diamants aussi, la Bungu. Donc c'est là qu'on va aller ? Oui, c'est là qu'on va aller. La route est encore longue, une centaine de kilomètres, avant enfin d'atteindre des mines. Au bout de la piste, un petit village. Ici, tous ou presque ne vivent que pour et par le diamant. Mais depuis que la Centrafrique a sombré dans la violence, elle est considérée comme un pays en guerre et frappée d'un embargo international. Le processus de Kimberley vise à éviter que le commerce des diamants ne finance les milices armées. Pour les habitants, l'embargo est une catastrophe. Ils n'ont pas de quoi manger parce qu'ils ne vivent que du diamant. Et puisque présentement, on ne peut pas exporter le diamant, donc il n'y a pas assez de prise en charge par les bureaux d'achat qui financent les activités minières. Donc le taux de pauvreté augmente dans la région. Est-ce que l'arrivée des Séléka a changé quelque chose par rapport à l'activité du diamant dans la région ? Non, parce que la Séléka ne contrôle même pas le secteur minier. Si vraiment la Séléka contrôle la région en ce qui concerne l'exploitation minière, je pense que nous ne pouvons même pas mettre les pieds ici et nous ne pouvons pas travailler. Et même ces gens-là ne pouvons pas travailler en toute quiétude. Le diamant centrafricain, on le trouve le plus souvent au fond des rivières. 8 heures par jour, il remue, tamise et trie. Ils sont une trentaine et inlassablement, ils répètent les mêmes gestes éreintants. 4 à 5 tonnes de gravier retournées en vain quand tout à coup un scintillement apparaît. Donc, pour connaître la valeur, il faut d'abord peser. Et après avoir pesé, on prend la loupe minéralogique pour voir est-ce qu'il y a les impuretés à l'intérieur ou bien il n'y a pas d'impuretés. Et c'est par rapport à ça qu'on va essayer de fixer le prix par rapport à un barème. Cette toute petite pierre vaut à peine 90 € pour un demi-carat, autant dire 3 fois rien, au regard des pierres exceptionnelles que l'on peut découvrir dans la région. Jusqu'en 2012, on estimait la production annuelle à 500 000 carats. Un peu plus loin, des mines en terrasse, au bord d'un canal de dérivation. Il faut parfois creuser jusqu'à plusieurs mètres de profondeur pour atteindre le gravier. La source n'est pas loin et surtout quand on est proche de Mouka, on sait que Mouka contient effectivement le grès qui draine le diamant centrafricain. Donc la source n'est pas loin. Il n'existe aucun registre du nombre de mines dans les environs. Difficile donc de tout inspecter, d'autant que la production reste artisanale. Du petit mineur au commerçant qui lui achète sa récolte, en passant par les nombreux intermédiaires, le directeur des mines a peu de moyens pour contrôler tous les acteurs du secteur et faire appliquer la loi. Dans cette page, ça concerne le lavage du diamant.
Donc là, c'est la date de découverte, là, c'est le nom de l'ouvrier, là, c'est le nom du chantier, le cours d'eau et le nombre du diamant trouvé par ouvrier minier par jour. Si je trouve, durant mon contrôle, un artisan minier détenant son cahier de production et il a aussi un lot de diamants qu'il n'a pas enregistré, donc c'est un cas de fraude. Ou bien il a vendu sa pierre mais il n'a pas de bordereau, sans bordereau. Tout ça aussi, ça rentre dans la ligne de compte. Donc on considère ça comme la fraude. De la mine, les diamants vont ensuite jusqu'à Bria. Cette grande ville de l'Est du pays est encore sous le contrôle des ex-rebelles de la Séléka. Par souci de discrétion, nous avons attendu la tombée de la nuit pour nous rendre dans l'un des derniers bureaux d'achat encore en activité. Des collecteurs ont déposé des petits lots de diamants. Minutieusement, José Ferrara va trier, estimer chaque pierre et choisir celle qu'il pourrait acheter. On a la forme, on a la couleur et on a la pureté, en général. Voilà, ça c'est la base. Et après, dans tout ça, il a le poids. Au plus gros que c'est, au mieux que ça vaut. Avant, je faisais facile ici 20 000, 2500 carats par mois. Maintenant, je fais des petites exportations de 5 carats. Mais ça, c'est pour envoyer à Bangui, on ne peut pas exporter. On est interdit d'exporter. Donc, on est là simplement pour maintenir le bureau. 2013 fut une année catastrophe pour les diamantaires du pays. 70% de la production du diamant de joaillerie, pour l'essentiel, était destinée aux grands marchés internationaux. Aujourd'hui, si la production continue, elle est stockée précieusement dans un lieu tenu secret dans l'espoir que l'embargo soit levé. La seule porte de sortie officielle pour les pierres, c'était le bureau d'exportation à Bangui. Quand les Séléka sont arrivés en 2012, ce fut une de leurs premières cibles. Donc, ils ont cassé ici pour tout voler. C'était beaucoup d'argent qui étaient partis. Il y avait quoi essentiellement ici? C'est des bijoux. Des bijoux finis. C'est l'âge. Il ne reste plus rien. C'est ici qu'on effectuait les formalités d'exportation. Une étape clé qui permettait à l'État centrafricain de prélever une taxe sur le moindre carat. Mais ça, c'était avant. Avant la rébellion, avant que le processus de Kimberley n'interdise le commerce de ces diamants dits du sang, grâce auxquels les chefs de guerre arment et payent leurs combattants. Notre fer à chauffer qui a été aussi pillé. Et donc, nous avons un cachet en acier qu'on scelle le produit caché tout. Et donc, c'est à ce niveau que le processus de Kimberley donne le certificat d'origine. Et donc, à ce titre, le diamant sort sans problème. Ça devient en quelque sorte un diamant éthique, vendable partout où le propriétaire peut aller vendre. Le diamant est la première source de revenus de la Centrafrique. Et s'il n'est pas l'enjeu du conflit, il reste l'objet de nombreuses convoitises. Les différents groupes armés, si l'on en croit les spécialistes, disposeraient tous de filières clandestines. Ce que les marchands locaux en Centrafrique m'ont expliqué, c'est qu'ils faisaient passer la frontière au diamant vers le Soudan, le Cameroun ou le Congo. De là, ils les mettent en vente sur des marchés internationaux, dans des villes comme Anvers, Dubaï ou encore en Inde et même en Afrique du Sud. Les diamants sont vraiment petits, ce sont de très petites pierres et il est facile de leur faire passer les frontières. Il suffit juste de les mettre dans votre poche. Dans le processus de Kimberley, il est possible de donner des origines diverses pour vos pierres. Vous n'avez donc pas à justifier exactement de quel pays vient le diamant une fois qu'il est enregistré à Dubaï. Un expert international nous avait expliqué que c'était une faille très importante du processus de Kimberley, qui permet aux diamants venant de zones de conflit de se retrouver sur le marché. Retour en Europe. Nous sommes à Anvers, en Belgique, le plus vieux marché aux diamants du monde. À l'Office national du diamant, transitent des pierres en provenance de tous les continents pour une valeur d'environ 150 millions d'euros par jour. Ici, les procédures sont drastiques. Chaque colis est contrôlé et authentifié par des experts, puis validé par les autorités belges.
Impossible, selon eux, que du diamant centrafricain circule sur le marché légal. Pourtant, mélangés avec des pierres semblables, comme des diamants brésiliens, difficile de retracer avec certitude leur origine. Le gouvernement transitaire n'a pas encore repris contrôle sur tout son territoire. Donc, le long que la situation n'est pas claire sur les zones diamantifères, est-ce qu'elles sont en fait gérées par le gouvernement et évidemment ensuite que s'il y a des revenus fiscaux ou autres reviennent, alors que ces revenus sont mis bien dans la fiscalité normale. Si dans les zones de l'Est surtout, notre crainte est que ces zones-là restent maintenant sous contrôle des Séléka ou des ex-Séléka. Donc ces revenus, quand il y a encore des revenus, ne reviennent certainement pas sur le gouvernement qui réside à Bangui. Impossible, évidemment, d'obtenir des chiffres fiables sur l'ampleur de la fraude. Mais le ministre des Mines, lui, a sa petite idée. Si vous voulez parler de fiscalité, nous avons 0 franc au niveau statistique. Parce que nous ne faisons pas d'exportation. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez parler des activités, peut-être de la vente illicite, alors ça peut s'apparenter à peu près à 80% de ce que nous faisions en temps de paix. Nous espérons qu'à force d'explications et de communication, que nous pourrions convaincre la présence du processus à lever cet embargo, peut-être sous condition, de manière à permettre à un retour progressif à la normale. Un retour à la normale qui s'annonce difficile. Le pays est toujours en proie aux luttes armées, ce qui risque fort d'entraîner un durcissement de l'embargo. Le million de personnes qui survivent de l'industrie du diamant subit ces sanctions de plein fouet. Tandis que les autres, ceux qui règnent sur le trafic et la contrebande, ne se sont jamais aussi bien portés. Et en plateau avec nous, Tatiana Mosso qui a réalisé ce reportage en Centrafrique. Bonjour Tatiana. Bonjour. Alors ces diamants maudits permettent finalement une autre lecture du conflit en Centrafrique. Effectivement, une autre grille de lecture est proposée puisqu'on ne peut pas uniquement s'arrêter au conflit interreligieux qu'il y a depuis plusieurs mois. Intéressant aussi parce que ça fait plusieurs décennies que la Centrafrique a eu des présidents, tous les présidents qui se sont succédés ont utilisé directement ou indirectement le diamant pour se financer, pour pouvoir payer leurs ministres aussi. Là, c'est particulier parce que on se rend compte dans cette zone qui est l'Est, qui est encore aux mains donc, des Séléka, que finalement, ils s'en servent autant que les autres présidents pouvaient s'en servir. Ils s'en servent comme n'importe quel groupe armé pourrait se servir de ce commerce du diamant pour pouvoir s'autofinancer. Alors ça veut dire finalement que ce processus de Kimberley qui est censé empêcher ce commerce de diamants sales est un échec. Et on entend le ministre des Mines que vous avez rencontré dire que finalement il y a quand même 80% des diamants de Centrafrique qui sont exportés mais de manière clandestine. Alors, pour revenir juste sur l'historique du processus de Kimberley, il faut se rappeler du Libéria, il faut se rappeler de la Sierra Leone. Ce sont ces guerres horribles qui ont motivé la création du processus de Kimberley. Il est composé en 3 parties. On a le gouvernement, les diamantaires, ainsi que les ONG. Là, le gouvernement centrafricain n'a plus aucun moyen, aussi bien physique qu'au niveau constitutionnel, pour pouvoir agir sur la fraude. Et effectivement, le ministre fait cet aveu, et cet aveu, il n'est pas le seul à le faire. Quasiment tout le monde, c'est un secret de polichinelle, quasiment tout le monde vous dit que le diamant arrive à sortir. Maintenant, comment le prouver, comment remonter la filière, là c'est plus délicat. Et effectivement, le processus de Kimberley, les membres du processus expliquent eux aussi que
c'est très difficile. Ils soupçonnent fortement Dubaï d'être l'une des portes, ou encore Hong Kong, qui sont des bourses récentes, qui ont moins de 10 ans et qui sont arrivées sur le marché international. Dernière question, il n'y a pas que les diamants en Centrafrique, il y a beaucoup d'autres richesses dans le sous-sol qui attisent, elles aussi, les convoitises. Alors effectivement, c'est un pays à la fois béni des dieux, on pourrait dire, puisqu'il y a environ 38 minerais précieux qui ont été découverts récemment, et c'est une liste exhaustive. Il y a, on va dire, cette partition géologique, si on peut parler ainsi, pour éviter de parler d'une partition politique. À l'ouest du pays, on trouve essentiellement de l'or. Et on sait que les anti-Balaka, et du moins les rapports d'ONG rapportent ça, que les anti-Balaka se servent ou se serviraient de l'or pour pouvoir eux aussi s'autofinancer. Et à l'est, le diamant. Et dans la région où nous nous sommes rendus, on trouve quasiment les plus beaux diamants au monde. Donc on se doute bien qu'il y a d'une certaine façon, si ce ne sont pas des Séléka directement, il y a la LRA qui est aussi dans la zone, qui peut se servir de ces minerais pour pouvoir les revendre et financer ses actions. Exactement. Merci beaucoup Tatiana, merci pour ce reportage donc exclusif que vous avez réalisé en Centrafrique. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.